Comment faire travailler et faire apprendre ensemble efficacement les élèves et les étudiants? C'est une question qui est d'intérêt pour tous les ordres d'enseignement. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les différences entre le travail d'équipe, l'apprentissage collaboratif et l'apprentissage coopératif. Trois formules qui, parfois, ont l'air d'être les mêmes, mais qui sont quand même différentes. Le travail d'équipe n'est pas toujours une sinécure. Qui n'a pas éprouvé certains problèmes dans le travail d'équipe? On va y revenir, mais en même temps, le travail d'équipe, quand c'est bien réalisé, ça peut mener à des réalisations supérieures à celles du travail individuel et ça peut aussi être assez gratifiant. Dans la présente capsule, on va distinguer apprentissage coopératif, apprentissage collaboratif et travail d'équipe. Et vous allez pouvoir aussi identifier les dimensions essentielles à considérer dans une activité d'apprentissage coopératif ou d'apprentissage collaboratif. Quels sont les problèmes avec le travail d'équipe? Prenez une petite minute pour y penser. Le problème le plus fréquemment mentionné est certainement celui des freeriders ou de ceux qui veulent, dans le fond, une partie gratuite à partir du travail des autres. Le deuxième problème est un peu l'opposé, c'est-à-dire c'est ceux qui prennent tout le contrôle et qui ne laissent pas de place aux autres. Enfin, ces deux aspects-là sont des particularités d'un problème plus générique qui est un partage des tâches inefficace ou trop inégal. Enfin, on a un problème assez récurrent qui est d'avoir un tout séparé en parties, l'étudiant A qui fait la partie A, l'étudiant B qui fait la partie B, et personne ne maîtrise l'ensemble de la tâche ou l'ensemble du travail. Finalement, on va retrouver dans une équipe souvent des étudiants, des élèves qui vont avoir des buts et des niveaux de motivation et d'engagement assez différents et même assez divergents. Donc, d'avoir quelqu'un de très engagé, très motivé, avec quelqu'un qui est beaucoup moins engagé, beaucoup moins motivé, ça peut poser des problèmes. Les solutions à ces problématiques-là ne sont pas évidentes. On va passer un petit peu par la bande pour regarder quelles sont les caractéristiques des trois formules que je vous ai mentionnées pour réfléchir graduellement aux solutions qu'on peut implanter. Or, le travail d'équipe, c'est quand même assez compliqué. Il ne suffit pas de mettre les étudiants ou les élèves ensemble pour que ça fonctionne bien comme ça, sans rien faire de plus. On va voir que quand on met un peu plus de structure, un peu plus d'organisation, comme dans l'apprentissage coopératif ou l'apprentissage collaboratif, bien, ça aide beaucoup. Maintenant, si on regarde ce que nous dit la théorie des petits groupes, notamment la théorie de Saint-Arnaud sur le fonctionnement des petits groupes et qu'on essaie de l'appliquer au travail d'équipe, bien, ça nous donne quelques inspirations. La théorie des petits groupes nous dit que pour qu'un groupe fonctionne bien, ça nous prend d'abord une cible commune. Une cible commune, c'est quoi? C'est un objectif commun, un but commun qui est partagé par l'ensemble des membres de l'équipe. Alors, le but commun partagé, c'est pas toujours si évident. C'est pas parce que le professeur énonce un but ou un travail à faire que tout le monde y adhère nécessairement. Donc, de bien s'assurer que tout le monde dans l'équipe se définisse un but commun auquel tous adhèrent, c'est la base première de toutes les formes de travail d'équipe. Autour de ce but commun-là se développent deux processus. Un processus de production, de productivité, qui est la collaboration ou le travail pour l'atteinte de ce but commun-là, et aussi l'aspect des relations qui s'établissent entre les membres de l'équipe, qui fait en sorte que le climat est agréable. Et les équipes les plus productives, c'est pas juste les équipes qui sont centrées simplement sur la production, mais c'est des équipes qui sont centrées à la fois sur la production et sur le climat. C'est les équipes démocratiques, dans le fond. Une équipe fonctionnelle va être capable aussi d'évaluer son propre fonctionnement. Au-delà de ça, on voudrait, pour que le travail d'équipe fonctionne bien, un partage efficace des tâches. Et s'il y a une séparation des tâches qui est faite, il y a un moment donné, on veut en sorte qu'il y ait un rassemblement de ces tâches-là pour que tout le monde puisse bénéficier de l'expertise des autres. Ça suppose une coordination efficace du travail et de prévoir une manière que tous réalisent l'ensemble des apprentissages, qu'on ne se retrouve pas dans une situation où l'étudiant A ne maîtrise que la partie A et l'étudiant B ne maîtrise que la partie B. Alors, l'ensemble des formules qui ont recours à l'apprentissage actif recourent de manière assez importante au travail d'équipe ou à l'apprentissage coopératif sous une ou l'autre de ces formes. Dans l'apprentissage actif, on a un contrôle accentué vers les apprenants, c'est-à-dire que ce sont des formules qui sont davantage pédocentrées que magistro-centrées. Les approches magistro-centrées, qu'est-ce que c'est? Ce sont les approches où le contrôle est surtout entre les mains de l'enseignant, comme l'enseignement magistral, la démonstration. Les approches pédocentrées, ce sont les approches où le contrôle est entre les mains des apprenants beaucoup, par exemple l'apprentissage par projet.
Dans l'apprentissage actif, on a une dimension sociale et collaborative qui est très importante. On va dire que l'apprentissage est socio-centré en ce sens que le groupe est un moteur d'apprentissage. Donc, on peut encore là, sur un curseur, placer une formule pédagogique sur un axe en fonction de l'importance de l'apprentissage individuel versus l'apprentissage socio-centré. Mais la plupart des formules pédagogiques qui recourent à l'apprentissage actif sont à la fois pédocentrées et socio-centrées. Maintenant, le travail d'équipe à distance, travail d'équipe en ligne, ça devient très important dans le contexte actuel, mais ça présente un certain nombre de défis particuliers. Évidemment, il y a plus d'obstacles logistiques, d'obstacles communicationnels à cause de la distance, entre autres. Donc, il faut contrer ces obstacles-là par une répartition claire des tâches et un suivi constant sur celle-ci. Il y a des outils qui existent pour ça. Par exemple, dans Teams, on a un planificateur de tâches qui peut être intégré à une équipe. Ça peut être aussi contré par une communication régulière et continue, que ce soit par le courriel, des rencontres en visioconférence, des rencontres téléphoniques. Puis à ce sujet-là, évidemment, les outils de visioconférence synchrone dont on a vu un développement important récemment sont très importants. Là, je parle par exemple de Teams, de Zoom, on pourrait parler de VIA, de Big Blue Button. Il en existe une très grande quantité, mais ils ont l'intérêt, ces outils-là, de pouvoir faire en sorte que les gens sont ensemble dans le même espace informatique au même moment, mais dans des lieux différents. Et souvent, ils permettent aussi un partage d'écran, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un secrétaire qui va prendre des notes pour l'équipe, même si c'est toute l'équipe qui travaille. Dans plusieurs cas, on peut travailler aussi sur des documents collaboratifs où tout le monde rédige en même temps. Regardons maintenant ce qu'est l'apprentissage coopératif. L'apprentissage coopératif, c'est une approche pédocentrée, socio-centrée, mais très structurée. En fait, on aime avoir recours à ce type d'apprentissage-là dans un type de tâche où la coopération représente une valeur ajoutée. Je dirais que c'est peut-être la première condition d'efficacité. Si c'est une tâche qui est trop facile, où on n'a pas vraiment de raison de coopérer, c'est peut-être pas l'idéal pour l'apprentissage coopératif. Donc, dans l'apprentissage coopératif, on va chercher à avoir un but commun, une interdépendance positive, l'établissement d'un climat favorable. Puis on va chercher aussi le développement des habiletés coopératives. Il y a des valeurs qui viennent avec l'apprentissage coopératif. Et il y a des habiletés particulières, il y a un état d'esprit, il y a des attitudes. Donc, on va vouloir développer ces habiletés-là, ces attitudes-là aussi dans l'apprentissage coopératif. Dans l'apprentissage coopératif, on peut structurer l'interdépendance par la tâche. Déjà là, en choisissant une tâche où la valeur de la collaboration est vraiment très apparente. Par les récompenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la note que j'obtiens ou le résultat que j'obtiens est directement lié au résultat de mes coéquipiers. Et là, dans le fond, l'idée qu'il faut contrer, c'est permettre aux plus forts de répondre. Je dirais qu'il faut plutôt trouver des structures où les plus faibles peuvent apprendre des plus forts, puis où l'évaluation de la note des plus forts va dépendre de la note des plus faibles. Slavin avait développé la formule du tournoi dans cette perspective-là, qui est assez intéressante. Donc, on peut structurer par l'évaluation. On peut aussi structurer l'interdépendance par l'établissement d'un climat positif et favorable, puis par la structuration des rôles. Donc, en ayant des rôles très structurés, on peut aussi favoriser la structuration de l'interdépendance. L'apprentissage coopératif s'apparente plus à une approche qu'à une méthode d'enseignement particulière. Donc, c'est plutôt un courant pédagogique dans lequel on peut retrouver plusieurs méthodes d'enseignement, l'enseignement par les pairs, le groupe de discussion, le tournoi, justement, donc différentes formules. Et des formules comme le tournoi impliquent un mélange de coopération à l'intérieur des équipes et de compétition entre les équipes. Donc, la compétition entre les équipes peut amener un certain aspect ludique. Donc, c'est quelque chose de très intéressant de miser sur la coopération à l'intérieur des équipes puis la compétition inter-équipe, à condition de ne pas trop miser sur la partie compétitive. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les différences entre le travail d'équipe, l'apprentissage coopératif et l'apprentissage collaboratif sur un ensemble de dimensions qui sont les suivantes, qui sont la constitution des équipes, les activités, les rôles, les tâches, le but commun, l'interdépendance positive, la participation et la responsabilité individuelle. Alors, tout d'abord, du côté de la constitution des équipes,
Dans le travail d'équipe, souvent, on laisse un libre choix aux équipiers pour la formation. Donc, on va retrouver une formation par affinité ou avec des gens qui se connaissent déjà. Dans l'apprentissage collaboratif, la constitution des équipes va souvent être intentionnelle, c'est-à-dire décidée par le prof. Et souvent, on va vouloir des équipes hétérogènes. La même chose dans l'apprentissage coopératif, ça veut dire qu'on va vouloir des équipes qui ont des niveaux semblables, mais dans lesquels on va retrouver des étudiants forts, des étudiants faibles. Donc, c'est ce que je veux dire par hétérogène. On va aussi vouloir parfois varier en apprentissage collaboratif ou en apprentissage coopératif les moments où on va avoir des équipes où on laisse les étudiants se choisir, puis des moments où on choisit de constituer des équipes de façon intentionnelle. Du côté des activités, dans le travail d'équipe, souvent, c'est peu ou pas structuré, c'est-à-dire qu'on ne donne pas beaucoup de cadre aux activités. Dans l'apprentissage coopératif, à l'opposé, les activités sont très structurées. Alors, en ce qui concerne les rôles, dans le travail d'équipe, il n'y aura pas de rôle assigné. La répartition du travail va être faite par les équipiers eux-mêmes. Dans le travail coopératif, les rôles vont être très structurés, vont être définis par l'enseignant. Par exemple, on peut avoir un whip, on peut avoir un gardien du temps, on peut avoir un animateur qui s'assure des droits de parole, d'équilibrer les droits de parole, on peut avoir des têtes chercheuses. Puis dans le travail collaboratif, on va avoir souvent certains rôles qui vont être déterminés, puis d'autres qui vont être laissés libres. Finalement, en ce qui concerne la tâche, souvent dans le travail d'équipe, c'est souvent là qu'on va trouver une décomposition de la tâche en parties qui ne vont pas nécessairement être rassemblées. Dans le travail coopératif, on va avoir une tâche commune qui va être réalisée par tous. Puis, dans le travail collaboratif, on va avoir des tâches individuelles qui vont varier légèrement et dans lesquelles, en fait, peuvent être légèrement différentes. Mais ce n'est pas nécessairement une tâche commune, c'est un travail où le travail des uns apporte au travail des autres, mais où les productions individuelles finales peuvent être différentes. Qui concerne le but commun, dans le travail d'équipe, le but commun va souvent être variable. Dans l'apprentissage coopératif, normalement, on a un seul but commun. Dans l'apprentissage collaboratif, c'est des variations individuelles autour d'un but semblable. Donc, on va avoir une orientation commune, des personnes qui peuvent collaborer, m'aider à atteindre mon but. Je peux faire la même chose avec d'autres personnes. En ce qui concerne l'indépendance positive, dans le travail d'équipe, elle est variable. Dans l'apprentissage coopératif, elle est forte. Et dans l'apprentissage collaboratif, elle va de modérée à forte. La participation dans le travail d'équipe, elle est inégale. Dans l'apprentissage coopératif, elle est égale. Dans l'apprentissage collaboratif, elle n'est pas tout à fait égale, mais elle est quand même semblable. Puis la responsabilité individuelle va être planifiée dans l'apprentissage collaboratif et dans l'apprentissage coopératif, puis elle va être variable dans le travail d'équipe. En somme, entre ces trois formules-là, les différences portent surtout sur le degré de structure, sur les rôles, sur le partage des tâches. Et dans tous les cas, il faut tenter de miser sur l'interdépendance positive, sur un but commun autour duquel s'articule un processus de productivité et un processus de solidarité. Puis ça peut être bon aussi de prévoir des moments et des processus pour permettre à l'équipe de s'auto-réguler, de réguler son fonctionnement.